Sociables et généreux, Harry et Sally Weiner sont appréciés par leur communauté. C'est pourquoi l'annonce de l'enlèvement de Sally fait l'effet d'une bombe. En restaurant pour la première fois le contenu partiellement effacé du disque dur d'un ordinateur, les informaticiens criminologistes parviendront-ils à identifier l'auteur du rapt? Cœur de la nuit, un homme assiste horrifié à une scène atroce. Son voisin poignarde son épouse, puis il la noie dans sa piscine. Naturellement, le témoin prévient aussitôt la police qui procède à une arrestation. Mais le meurtrier nie les faits. Il prétend du moins ne se souvenir de rien. Somnambulisme ou manipulation? Les experts médico-légaux devront trancher. Bonjour. Cette nouvelle émission va vous faire découvrir les coulisses secrètes de la police scientifique, comme si vous faisiez partie d'une équipe d'enquêteurs. Un jeudi soir, en juin 1988. Sally Weiner reçoit un appel chez elle, à Corey, en Pennsylvanie. Un employé de la mairie lui apprend que son mari, Harry, directeur adjoint de la banque locale et citoyen modèle, vient d'être élu l'homme de l'année de la ville de Corey. Il lui a demandé de ne pas en parler à son mari car c'était censé être une surprise. Elle devait rencontrer quelqu'un le lendemain pour discuter de l'organisation de la cérémonie. Le lendemain, Harry Weiner reçoit un appel à la banque. C'est moi, Sally. J'ai été enlevée. Nous savons que c'est un enregistrement parce qu'il n'y a aucun échange entre Harry et Sally. Il essaie de communiquer, mais elle ne lui répond pas et continue à parler. Elle lisait un message. Si son mari ne leur livrait pas l'argent, il lui couperait les mains. Elle lui a dit qu'elle était détenue par des gens très dangereux qui allaient la tuer s'il ne leur apportait pas l'argent. Sally lui indique qu'il y a un sac sous sa voiture avec des instructions qu'il doit suivre à la lettre, sinon elle mourra. Le message ordonne à Harry de remplir le sac de gym avec l'argent de la chambre forte de la banque, de se rendre vers un pont isolé à 150 km de la ville et d'attendre les instructions. Harry contacte immédiatement la police locale et le FBI. Il se rend alors à l'arrière du poste de police et récupère un officier responsable du maintien de l'ordre. Il est monté dans la voiture et s'est couché sur le siège arrière, armé d'un fusil de calibre 12. Quand Harry arrive au pont de chemin de fer, il n'y a personne. Il attend. Le tireur d'élite à l'arrière de la voiture et des agents du FBI planqués dans les alentours. On attendait, sans bruit, sans bouger, on écoutait. On écoutait le moindre bruit de pas, la moindre branche qui craque, le moindre son. On espérait qu'il allait entrer en contact avec nous et on imaginait qu'il nous regardait à 100 mètres de là avec son fusil. Après plusieurs heures d'attente, les agents du FBI demandent à Harry de rentrer chez lui et d'attendre leurs instructions. J'étais désolé pour lui. C'était un homme bien. Il était frustré, il avait tant attendu et avait été si raisonnable. Le lendemain, à l'aube, le FBI examine minutieusement le lieu de rendez-vous. Près du passage souterrain sous la voie ferrée, il trouve un deuxième message attaché à une tige en métal avec un drapeau en papier crépon. La tige était exactement du même genre que celles qui sont utilisées dans les vieux meubles de rangement et qui traversent les tiroirs de classement de part en part. Le second message, bien dissimulé derrière un poteau, a échappé à l'attention de Harry la nuit précédente. Dans sa nouvelle lettre, le ravisseur demande au mari de son otage de se rendre à un autre endroit. Les agents du FBI s'y déplacent et découvrent un troisième message. Il ordonne cette fois à Harry de se présenter dans une église abandonnée. Puis, le jeu de piste cesse brusquement.
S'il observait les déplacements d'Harry, il savait donc que des unités de surveillance de la police le suivaient. Cela fait 18 heures que Sally a été enlevée et les ravisseurs n'ont pas envoyé d'autres messages. Les enquêteurs craignent le pire. Sally Weiner, 36 ans, mariée au directeur adjoint d'une banque, a été enlevée contre une rançon. Les enquêteurs apprennent que Sally et son mari n'ont aucun ennemi. On peut compter sur les doigts de la main le nombre de cas où un membre de la famille d'un employé de banque est enlevé contre une rançon. Ce n'est vraiment pas commun. La police trouve la voiture de Sally près de l'église, non loin de la banque où travaille son mari. Sa voiture est abandonnée sur le parking, les vitres sont fermées, les portières verrouillées. Il n'y a aucune trace de lutte. Le samedi, le lendemain de l'enlèvement, les ravisseurs n'ont toujours pas donné signe de vie. Mais le dimanche, un fermier découvre le corps de Sally sur ses terres, à quelques kilomètres de la ville. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. Je m'en souviens, c'était un tel choc. Je me sentais à la fois coupable et impuissant. Elle avait été exécutée. Le tueur a utilisé une balle de type Glaser qui explose lors de l'impact, ce qui rend impossible de déterminer le calibre de l'arme. Sally Weiner est morte d'une blessure par arme à feu dans la tête, ce qui a entraîné des dommages cérébraux irrémédiables. La balle est entrée par la région occipitale, c'est-à-dire la partie arrière du crâne, légèrement à droite, derrière, à la base du crâne. La balle est entrée et a explosé, ce qui a produit énormément de dommages dans les différentes parties du cerveau. Le FBI analyse ensuite les messages. Ils ont tous été tapés sur un ordinateur. Ils ont tous été imprimés avec la même typographie. Et sur un de ces messages, le mot exactement comporte une faute. Les enquêteurs doivent leur première piste à un officier de police qui surveille le centre commercial qui se trouve près de la banque où travaille Harry Weiner. Il a aperçu une affiche sur la vitrine d'une librairie qui listait les journaux du dimanche disponibles dans le magasin. Il remarque tout particulièrement un liseré inhabituel. C'était la répétition d'une étoile encadrée par les signes inférieurs et supérieurs. L'officier de police a réfléchi et s'est dit qu'il avait déjà vu ça quelque part. Le policier reconnaît immédiatement les signes. Ces trois symboles étaient présents sur le premier message des ravisseurs. Le propriétaire de la librairie, David Koppenheffer, dit qu'il a tapé l'affiche sur son ordinateur. Quant au liseré, il l'aurait vu ailleurs et l'aurait recopié. Koppenheffer est un ami de la famille Weiner. Il nie toute implication dans le meurtre de Sally. Ils se connaissaient assez bien. Les deux familles étaient membres de l'église presbytérienne. Ils priaient ensemble, ils chantaient ensemble. Ils étaient assis sur les mêmes bancs à l'église. Troublés par la ressemblance entre la demande de rançon et l'affiche de la librairie, les enquêteurs confisquent les ordinateurs professionnels et personnels de Koppenheffer. Les premières analyses ont été effectuées par la police de l'État et un de mes agents m'a révélé ce que les résultats avaient donné, c'est-à-dire rien du tout. Afin de vérifier l'emploi du temps et l'alibi éventuel de Koppenheffer, les enquêteurs demandent aux experts médico-légaux de déterminer avec le plus de précision possible l'heure de la mort de Sally. Pour ce faire, un entomologiste analyse l'activité des insectes nécrophages qui ont envahi la dépouille. Il découvre des larves de Calliphora de la famille des mouches bleues au deuxième stade de développement. En prenant compte des données météorologiques et de la température de l'air ambiant, le docteur Kim estime que l'activité des insectes a commencé à se manifester vendredi en fin d'après-midi, le jour même
de l'enlèvement de Sally. Quand les enquêteurs ont eu connaissance du rapport, ils en ont déduit que cela devait correspondre à l'heure à laquelle le corps avait été placé là. C'était leur conclusion. Chose curieuse, David Koppenheffer ne peut pas fournir d'alibi pour ce moment-là. Il faut cependant plus d'indices pour découvrir avec certitude s'il est, oui ou non, le tueur. Une enquête plus approfondie sur la vie de David Koppenheffer met au jour des informations intéressantes. Moins d'un an plus tôt, Harry Weiner lui a refusé un prêt professionnel de 25 000 $. Koppenheffer est à présent le suspect numéro 1 dans l'enlèvement et le meurtre de Sally, la femme de Harry Weiner. Le FBI décide alors de mettre David Koppenheffer sous surveillance. C'est comme ça que des agents le voient sortir un sac poubelle à l'arrière de son magasin. En inspectant la poubelle, ils y trouvent des objets suspects, notamment un rouleau entamé de papier crépon de la même couleur que celui trouvé avec les messages. Le FBI a réussi à faire coïncider la déchirure du rouleau de papier crépon trouvé dans la poubelle avec celle de l'un des drapeaux. Les agents du FBI trouvent également plusieurs morceaux de papier qu'ils réunissent méticuleusement comme un puzzle. Ce document était une copie d'un message trouvé à l'un des endroits où M. Weiner avait été envoyé après l'enlèvement de sa femme. Armé d'un mandat de perquisition, le FBI trouve un certain nombre de tiges en métal dans le hangar de Koppenheffer. Tiges en métal qui ressemblent fortement à celles qui accompagnaient les messages. Le métallurgiste du FBI, William Tobin, analyse les tiges avec un microscope électronique à balayage. Il découvre des marques particulières sur les tiges survenues lors de la fabrication. Les caractéristiques individuelles transmises par l'outil ou par la peinture à l'objet ne sont pas les mêmes à la première utilisation de la peinture et après 8, 12 ou 16 heures. Ces marques indiquent à M. Tobin que les tiges trouvées chez Koppenheffer et celles qui accompagnaient les messages ont été faites le même jour, voire à la même heure. C'était une question de minutes. Je n'ai jamais fait d'association aussi parfaite concernant des caractéristiques de fabrication. Chez Koppenheffer, la police trouve également des munitions de marque Glaser, du même type que celle qui a tué Sally Weiner. Je crois que c'est assez rare de trouver des munitions de type Glaser chez un particulier. Les enquêteurs locaux demandent aux experts en informatique du FBI de procéder à une nouvelle analyse des ordinateurs de Koppenheffer, leur propre examen n'ayant rien donné. Il faut dire que dans un disque dur, les documents sont fragmentés et rangés séparément sans connexion directe. Par ailleurs, les documents supprimés ne sont définitivement effacés du disque que si d'autres fichiers viennent les remplacer. Dans le cas contraire, un informaticien peut les retrouver et les restaurer. En inspectant le disque mathématiquement, on peut trouver les bons fragments basés sur l'interfoliage connu du disque et par là même reconstituer un document entier si l'espace que le document occupait n'a pas été utilisé entre-temps. En 1988, l'année du meurtre de Sally, aucun programme ne peut reconstituer un document supprimé. Al Johnson et son équipe doivent donc effectuer quelque chose qu'ils n'ont encore jamais fait, analyser l'ordinateur manuellement. Ce processus était méticuleux. Nous avons mis près de 33 jours pour examiner des disques durs de 20 mégaoctets chacun. Un ordinateur est aussi sûr qu'un sac en papier mouillé. Rien n'est jamais vraiment effacé. L'analyse révèle alors des fragments d'un document supprimé par Koppenheffer intitulé « Le plan ».
Ce document liste les étapes nécessaires à l'enlèvement et au meurtre de Sally Weiner. Nous avons retrouvé 80% de ce plan dans le disque dur, mais 20% du document avait été écrasé par d'autres données. C'était irrécupérable. Cette preuve était la plus accablante. Elle reliait l'ordinateur à l'homme, au message et au crime. Le document révèle aussi que Sally Weiner n'est pas la seule cible de Koppenheffer. Si on se fie à son plan, il avait prévu de tuer Harry Weiner après avoir récupéré la rançon. Pour l'accusation, c'est David Koppenheffer qui a déguisé sa voix et appelé Sally le jeudi soir pour lui raconter l'histoire inventée de l'élection de son mari Harry au titre d'homme de l'année. Il lui donne rendez-vous le lendemain pour qu'ils organisent ensemble la cérémonie. Koppenheffer va ensuite placer les messages dans les différents lieux hors de la ville. Et le premier message dans le sac de Jim, caché sous la voiture de Harry. Quand Sally arrive au rendez-vous, qu'elle croit destiné à l'organisation de la cérémonie, elle reconnaît Koppenheffer. Il la fait monter dans sa camionnette, où il la maîtrise. Elle est à sa merci. Il l'oblige ensuite à enregistrer un message à l'attention de son mari où elle annonce qu'elle a été enlevée. D'après les preuves médico-légales, Koppenheffer a tué Sally quelques heures seulement après l'avoir enlevée. Il se débarrasse ensuite du corps dans une ferme hors de la ville. Et il rentre à son magasin, appelle Harry à la banque et fait passer le message enregistré de Sally. Koppenheffer est persuadé que Harry va suivre ses instructions à la lettre. Le message retrouvé dans l'ordinateur révèle qu'il avait prévu de tuer Harry dans l'église abandonnée quand il aurait apporté la rançon. Il en voulait terriblement à Harry de lui avoir refusé son prêt. Il désirait autant se venger de lui que récupérer l'argent. Koppenheffer avait fortement conseillé à Harry de ne pas appeler la police, mais il apprend par un journaliste qui a entendu parler de l'enlèvement sur la fréquence radio de la police qu'Harry est passé outre. Je me suis immédiatement rendu au centre commercial et je me suis garé. Il n'y avait pas grand monde. Il entre dans la librairie de David Koppenheffer et lui demande ce qui se passe. Il m'a regardé et il m'a dit qu'il ne s'était rien passé, que la nuit avait été très calme et que rien ne s'était passé. Au moment même où je lui parlais, je ne savais pas qu'il l'avait tué. Je n'ai pas fait le rapprochement avec l'assassin sans pitié qui était en face de moi. Après avoir appris que Harry Weiner avait informé la police du rapt de sa femme, David Koppenheffer ne s'était pas rendu sur le lieu du dépôt de la rançon, préférant rester prudemment dans son magasin. Puis Harry n'avait pas vu le second message qu'avait laissé le ravisseur près du pont de chemin de fer. Heureusement, les preuves médico-légales se sont ensuite accumulées à charge contre David Koppenheffer. Les signes typographiques particuliers imprimés sur la demande de rançon, la texture du papier accompagnant les messages et le document effacé mais retrouvé dans le disque dur de l'ordinateur ont permis au procureur d'ordonner son arrestation et de l'inculper d'enlèvement et de meurtre avec préméditation. La première chose que nous avons faite, c'est de demander à Koppenheffer d'écrire exactement. Et il a fait la même faute que sur le message trouvé dans son ordinateur. Une fois encore, cela confirmait le fait que lui seul avait tapé le message sur l'ordinateur et pas une personne extérieure. David Koppenheffer est jugé et finalement déclaré coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à perpétuité.
David Koppenheffer est un manipulateur hors pair. C'est un jeu intellectuel, un challenge de voir jusqu'où il pousse le système et s'il peut s'en tirer. S'il était en liberté, il tuerait encore. Il a mis un contrat sur ma tête et sur celle de Harry Weiner pendant le procès, parce que nous étions les témoins clés contre lui. Je crois que rien ne peut l'arrêter. En dépit du nombre accablant de preuves contre lui, Koppenheffer continue de clamer son innocence. Quelle arrogance! En dépit des preuves accablantes qui prouvent leur culpabilité, beaucoup d'accusés réagissent comme ça. Ils refusent encore et toujours de prendre la responsabilité des crimes qu'ils ont commis. Et c'est vraiment ce qu'on peut leur reprocher. Cette affaire, d'après moi, est une étape décisive. Elle marque le début, la genèse de ce que les sciences informatiques peuvent faire de nos jours. C'est à ce moment-là qu'elles sont nées. Outre l'expertise informatique complexe réalisée pour la première fois avec succès, cette enquête exemplaire a fait appel à la plupart des disciplines des sciences criminalistiques. Entomologie, métallurgie, balistique, analyse de fibres de papier et de documents. Pour compléter le tout, les empreintes de pneus du véhicule de Koppenheffer correspondaient à celles retrouvées près du corps de la victime. Et des fragments de la peau de Sally ont également été identifiés sur les vêtements que portait l'assassin. Ainsi, rarement, un aussi grand nombre de preuves médico-légales ont-elles pu être rassemblées pour confondre un meurtrier. Le procès a duré 5 semaines et a mis en émoi la petite ville de Corrie. D'autant que Koppenheffer avait déjà été inculpé de meurtre au premier degré quelques années auparavant, puis acquitté faute de preuves suffisantes. Sachez encore qu'avant d'être condamné à la peine de mort en mars 1989, Koppenheffer avait essayé d'engager un tueur à gages pour assassiner le responsable du FBI qui avait enquêté sur son crime, ainsi qu'un témoin à charge. La seconde histoire que je vous invite à suivre maintenant est d'une nature toute différente, puisqu'un témoin oculaire a assisté au meurtre perpétré par son voisin. Dans ce cas, bien sûr, la recherche de preuves matérielles était superflue pour obtenir une inculpation. Ce qui n'a pourtant pas évité une furieuse bataille d'experts. Une nuit du mois de janvier à Phoenix, en Arizona. Un homme entend du bruit dans le jardin de ses voisins. Il a entendu des gémissements de l'autre côté de la clôture. Il s'est d'abord dit que les fallateurs faisaient l'amour. C'est ce à quoi les bruits lui faisaient penser. Il découvre Jarmila Fallater étendue par terre tandis que son mari, Scott, se change dans la maison à l'étage. Scott descend et fait taire le chien avant de sortir rejoindre Jarmila. Là, il la jette dans la piscine et maintient sa tête sous l'eau. Le voisin court appeler la police. J'ai regardé par-dessus le mur et j'ai vu l'homme jeter sa femme dans la piscine et la maintenir sous l'eau. La police découvre le corps de Jarmila dans la piscine. Elle a été poignardée, puis noyée. Dans la maison, Scott semble abasourdi et désorienté. Il semblait surpris de voir des policiers chez lui. La première question dont il se souvient, c'est « Combien êtes-vous dans la maison ?» Il a répondu immédiatement 4, parce qu'il ignorait que sa femme et leurs 2 enfants. Les 2 enfants dorment dans leur chambre. Ils n'ont pas entendu l'agression. Au poste, les enquêteurs, persuadés que Scott va avouer, ne sont pas au bout de leur surprise. Je peux vous parler? Ça va? Vous avez froid? Vous pensez que c'est moi, là? Je ne comprends pas pourquoi. Un voisin vous a vu faire. Voilà pourquoi. Oh mon Dieu. Scott Fallater prétend n'avoir aucun souvenir du meurtre de sa femme.
Votre voisin vous a vu la pousser dans la piscine. C'est une blague. Pas du tout. Désolé, je m'en souviens pas. Leurs proches affirment aux policiers que le couple ne se disputait jamais. Il n'y avait jamais eu de conflit ouvert entre la mère et le père. Quand ils n'étaient pas d'accord, tout se réglait calmement. Lors de l'autopsie de Jarmila, le médecin légiste dénombre 44 coups de couteau et constate la présence d'eau dans ses poumons. D'un côté, on avait une femme poignardée à maintes reprises, jetée dans une piscine, puis noyée. Et de l'autre, on avait son mari, une personne très pieuse qui prétendait être innocent. On devait donc décider si on le croyait ou si on l'inculpait. Les policiers découvrent un couteau et des vêtements ensanglantés dans une boîte en plastique rangée dans le coffre de la voiture de Scott Falater. En s'appuyant sur un événement survenu il y a longtemps, la sœur de Scott croit connaître la cause de l'amnésie soudaine de son frère. Elle rappelle par ailleurs aux enquêteurs que Scott est ingénieur en informatique et que Jarmila est assistante maternelle. Mariés depuis près de 20 ans, ils forment un couple solide et sans histoire. Pour quelle raison Scott aurait-il cherché à supprimer sa femme ? Ils étaient ensemble depuis le lycée. Jarmila était la première et unique petite amie de Scott. Et il était probablement aussi son seul petit copain. Interrogé par la police, Scott ne nie pas avoir tué sa femme. Mais il insiste sur le fait qu'il n'a aucun souvenir de l'accident. Sa sœur offre alors une explication plausible. Elle déclare aux enquêteurs que Scott a déjà eu des crises de somnambulisme. Elle avait été attaquée par Scott alors qu'il était somnambule, des années plus tôt quand il vivait dans l'Illinois. Elle avait tenté de l'arrêter parce qu'il marchait dans la maison, somnambule, et lui, surpris par son interruption, l'avait violemment bousculée. Pour le docteur Rosalind Cartwright, spécialiste du sommeil, il ne fait aucun doute que ce genre de choses arrive aux somnambules, même si c'est rare. Des somnambules ont par exemple sauté par la fenêtre, transpercé une porte vitrée avec leurs bras, tailladé des meubles tout neufs avec un couteau de boucher, ou donné des coups de pied dans une porte de garage. C'est arrivé à mes patients. Certains s'en sont pris à des gens. C'est la personne la plus proche d'eux qui est la plus susceptible d'être attaquée. Mais une question demeure. Scott Falater était-il somnambule quand il a assassiné sa femme? Pour le savoir, on le fait surveiller pendant 4 nuits dans un laboratoire du sommeil. Ils ont ainsi pu déterminer les types d'ondes cérébrales qui caractérisaient ces stades de sommeil. Les chercheurs connectent les électrodes d'un polysomnographe au crâne de Falater pour analyser son activité cérébrale pendant son sommeil. Les résultats montrent des vagues d'activité delta hypersynchrones, un symptôme que l'on trouve parfois chez les personnes somnambules. On trouve cela chez certains somnambules. C'est signe d'une immaturité neurologique. Scott Falater déclare aux enquêteurs qu'il tentait de réparer une pompe cassée dans sa piscine le soir de la mort de sa femme. Il n'a pas eu le temps de finir avant que sa femme ne l'appelle pour le dîner. Une fois à table, il lui a parlé de ses ennuis professionnels et il a dit qu'il ne savait pas quoi faire. Scott est en effet préoccupé par le possible abandon d'un projet de puce électronique qu'il a en charge. Cet abandon mettrait toute son équipe au chômage. Après dîner, Scott affirme avoir travaillé sur son ordinateur avant d'aller se coucher. Jarmila regardait la télévision en bas sur le canapé. Le docteur Cartwright pense que Scott s'est couché en pensant à la pompe qu'il n'avait pas fini de réparer et que pendant son sommeil, il s'est levé pour terminer. Il s'est habillé, a pris une lampe de poche et un couteau afin de couper un anneau en plastique. Lorsque Jarmila est sorti pour voir ce qu'il faisait, il a été surpris
Et ça explique la violente attaque qui a suivi. Ils commencent par faire quelque chose en rapport avec ce qui les stresse. Et s'ils sont interrompus, ils ont une réaction violente. Ils fuient ou attaquent parce qu'ils se disent « je dois finir ». Les études montrent que les somnambules sont incapables d'identifier les personnes et que c'est pour ça qu'ils agressent parfois leurs proches. C'est gênant, on ne sait pas où on est ni ce qu'on fait. Doug Coldren a eu de nombreuses crises de somnambulisme durant lesquelles il a parfois fait preuve de violence à l'encontre de sa femme. J'étais sur elle et je l'étranglais sans même m'en rendre compte. J'ai bien senti que quelque chose n'allait pas quand je me suis réveillé, mais comme j'étais dans une sorte de sommeil profond lorsque ça s'est produit, j'étais pas conscient de ce que j'avais fait. Quand on dort normalement, on passe d'un stade de sommeil à l'autre de façon homogène, sans se réveiller. Mais pour des raisons encore inexpliquées, les somnambules n'arrivent pas à passer normalement du sommeil lent profond au stade de sommeil paradoxal. Ils entrent dans un état dissocié. Ce n'est ni un éveil normal ni un sommeil total. C'est un peu des deux. Une partie du cerveau fonctionne comme s'ils étaient éveillés et l'autre non. Si Scott Falater était somnambule lorsqu'il a commis le crime, alors il n'est pas responsable pénalement. C'est ce qui s'est passé à Toronto, au Canada, où Ken Parks, 23 ans, a été acquitté du meurtre de sa belle-mère et de l'agression de son beau-père. Et ce, alors qu'il a conduit pendant 25 km jusqu'à chez ses beaux-parents, descendu un escalier, ouvert la porte et poignardé 2 personnes. Il est vrai que les somnambules sont susceptibles de devenir violents. On a répertorié plus d'une centaine d'agressions commises par des personnes somnambules. Mais le procureur n'est pas convaincu de l'innocence de Scott Falater. Il demande donc aux enquêteurs de chercher un mobile au meurtre, en fouillant dans le passé du couple. Il découvre bientôt que Falater est un membre actif de l'église mormone, à laquelle il consacrait trop de temps au goût de son épouse. Le couple s'était rencontré au lycée. Yarmila avait failli rompre leurs fiançailles lorsqu'elle avait appris la conversion de Scott peu de temps avant leur mariage. Avec le temps, elle avait fini par se convertir. Mais elle n'aimait pas les amis mormons de son mari et quittait la pièce quand il venait chez elle. Cette activité a-t-elle exaspéré Yarmila au point de remettre en question le mariage ? Yarmila envisageait le divorce. Elle ne supportait plus les exigences de l'Église, alors que Scott lui était totalement dévoué. Les enquêteurs découvrent également que Scott voulait d'autres enfants contrairement à Yarmila. Les Mormons ont généralement beaucoup d'enfants, mais elle refusait d'en avoir d'autres, en plus de leurs 2 adolescents. Certaines personnes prétendent même que l'un d'eux avait une liaison. L'accusation engage son propre spécialiste du sommeil, le docteur Mark Pressman, pour qu'il analyse le comportement de Scott la nuit du meurtre et qu'il détecte la moindre preuve que Scott était somnambule. Pressman remet immédiatement en question l'interprétation donnée au premier test du sommeil. Pour moi, les tests n'étaient pas du tout convaincants. Ce genre d'activité est fréquent chez les patients atteints d'apnée du sommeil, par exemple. On en dénombre 40 millions rien qu'aux États-Unis. Ce n'est pas spécifique aux somnambules. La nuit du meurtre, Falater prétend s'être endormi avec ses lentilles de contact. Puis il se serait levé, habillé, et aurait pris une lampe avant de sortir. Or, d'après le docteur Pressman, les vrais somnambules sont incapables de distinguer le jour de la nuit. Ça sous-entend qu'il savait qu'il faisait froid et nuit dehors. Je n'ai jamais entendu parler de cas où un somnambule était capable de se rendre compte de ce genre de choses. Le voisin déclare qu'il a vu Scott dans la maison après l'agression, quand il enlevait ses vêtements couverts de sang.
Scott a rangé ses habits et l'arme du crime dans une boîte en plastique qu'il a ensuite mise dans son coffre. Puis il a soigné une coupure qu'il s'était faite à la main. Ça prouve qu'il était conscient d'être blessé. Il savait ce qu'il devait faire pour se soigner et il l'a fait. Le voisin a également vu Scott essayer de calmer son chien. Scott prétendait ne pas avoir entendu les cris de sa femme, et pourtant il semblait être conscient de l'agitation de son chien. Un individu somnambule ne se serait pas rendu compte de la présence du chien. Le fait qu'il l'a calmé prouve qu'il était éveillé. Mais pour les experts de la défense, il y a une autre explication en ce qui concerne le chien. Je ne suis pas certaine que Scott ait calmé son chien en réponse à ses aboiements. D'après ce que je sais, il lui sautait dessus. Donc, je ne pense pas que le système auditif fonctionnait. Pour le docteur Cartwright, Scott ne s'est pas dirigé directement vers le corps de Jarmila, situé près de la piscine. Il a peut-être trébuché sur elle alors qu'il était somnambule. Elle en veut pour preuve la première déclaration du voisin. Dans sa première déposition, il déclare avoir vu Scott penché sur le corps, le regard absent, comme s'il fixait un objet qui se trouvait sur son chemin. Il l'a ensuite fait rouler jusqu'à la piscine, comme s'il poussait un objet qui le gênait. Il s'agissait d'une personne ayant des antécédents de somnambulisme. Il ne se souvenait de rien. Il n'avait pas de mobile et il était perplexe et plein de remords. Les experts sont en désaccord sur l'interprétation à donner au comportement de Scott. C'est donc aux jurés d'étudier les preuves et de décider qui il faut croire. L'intérêt suscité par cette affaire vient en partie du fait qu'elle explorait les mystères du cerveau, qui reste l'ultime limite de la science. De plus, on enquêtait sur des secrets de famille. En 1999, Scott Falater est jugé pour le meurtre de sa femme, Jarmila. Il plaide non coupable. Il était somnambule au moment où les faits se sont produits et il était totalement inconscient. Son cerveau était profondément endormi. Le somnambulisme a été utilisé comme stratégie de défense dans une vingtaine de procès pour meurtre. Elle s'est effondrée et il a continué à la poignarder. Mais l'accusation présente aux jurés un dossier extrêmement solide. Il se base essentiellement sur des attitudes comportementales qui prouvent que Falater a prémédité le meurtre de sa femme et qu'il a tenté ensuite de le faire endosser par un rôdeur. Le procureur pense ainsi que Falater a attiré sa femme dans le jardin alors qu'elle regardait la télévision et que les enfants étaient allés se coucher dans leur chambre. Après l'avoir poignardée, il est monté à l'étage, retiré sa chemise ensanglantée et se confectionné un pansement pour soigner sa blessure. Il est ensuite allé cacher calmement l'arme du crime et ses vêtements tachés de sang dans le coffre de sa voiture. Après avoir calmé son chien, il s'est aperçu que Jarmila n'avait pas succombé à ses coups de couteau. Et sans perdre son sang-froid, il l'a traîné dans la piscine où il l'a noyé. Le procureur pense encore que son meurtre accompli, Scott Falater avait prévu d'aller se coucher, laissant à ses enfants le soin de découvrir le corps de leur mère le lendemain matin. Il pouvait faire semblant de se réveiller et de remarquer que sa femme n'était pas là. Il serait allé réveiller les enfants, feignant la surprise, et tous les trois l'auraient découverte flottant dans la piscine, tuée par un inconnu. C'était ça son plan. Mais son plan est tombé à l'eau, puisque son voisin a été témoin de la scène. C'était la seule chose que Falater n'avait pas prévue. Pour l'accusation, Scott connaissait l'affaire de Toronto. Un homme avait été acquitté du meurtre de sa belle-mère grâce à une défense basée sur le somnambulisme. Le docteur Pressman témoigne pour l'accusation et énumère 65 comportements présentés par Scott le soir du crime, tous incompatibles avec le somnambulisme.
Pour lui, le simple fait d'avoir touché l'eau froide aurait dû le réveiller. Toutes les preuves montrent qu'il était éveillé. Ses agissements étaient bien trop complexes pour être ceux d'une personne endormie. Témoin de la défense, le docteur Roger Broughton déclare que les agissements de Scott cette nuit-là ne sont pas logiques pour une personne éveillée. Je pense qu'il était somnambule. Sinon, il n'aurait jamais laissé tous ces indices. Ses vêtements dans le coffre de sa voiture, une piscine pleine de sang. Pour moi, tout ça n'a aucun sens. Scott Falater vient à la barre et témoigne pour sa propre défense. J'ai dû devenir fou ou... Un truc a éclaté dans ma tête. Mais les jurés ne le croient pas. Nous, les membres du jury dûment constitués et sous serment, déclarons l'accusé coupable de meurtre avec préméditation. Scott Falater est condamné à la prison à perpétuité. Le nombre de coups de couteau, le fait qu'elle ait été traînée jusqu'à la piscine, puis noyée, je ne peux pas croire qu'elle, ou plutôt qu'il était somnambule. Il a caché ses vêtements, ouvert le coffre, s'est changé plusieurs fois et il a monté et descendu les escaliers. Bon sang, ça en fait du mouvement. Pour eux, ça allait à l'encontre du bon sens. Ça dépassait leur compréhension du comportement humain. Et même s'ils voulaient écouter attentivement les experts de la défense, ils ont déclaré que leur crédibilité s'était envolée quand ils ont entendu le témoignage du voisin. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un penserait que j'avais prémédité l'assassinat de ma femme. J'ignore comment ils en sont venus à cette conclusion. Je ne m'attendais pas à ce verdict. Quelle a été l'importance de la science? Je pense que malheureusement, elle n'était pas primordiale pour les jurés. Ils n'en ont pas tenu compte. C'est totalement faux. Ils ont parfaitement compris. Et ils ont choisi de croire qu'il n'était pas somnambule lorsqu'il l'a tué. La science du somnambulisme, comme toute science, peut être utilisée à mauvais escient. C'était le cas ici. Scott Falater voulait en abuser. Cette bien étrange histoire se termine donc sur des expertises contradictoires. Scott Falater est-il un authentique somnambule qui a tué sa femme inconsciemment et par conséquence sans que sa responsabilité pénale ne soit engagée? Ou est-il au contraire un habile manipulateur dont la stratégie a échoué? Alors, signalons au nombre des éléments à décharge les témoignages de sa mère et de sa sœur. Selon elle, Falater était déjà somnambule étant enfant et réagissait agressivement quand on le touchait. Sa sœur a encore ajouté que peu avant son mariage, il serait sorti nu dans la rue si elle ne s'était pas interposée. Rappelons aussi que des crises de somnambulisme aigu ont déjà été utilisées dans plusieurs pays pour disculper une trentaine d'assassins, jugés, bien sûr, irresponsables. Le cas sans doute le plus étrange concerne un détective français ayant tué un vacancier. Appelé à aider la police à résoudre le meurtre, il a rassemblé des indices prouvant qu'il l'avait lui-même commis en état somnambulique. Durant son procès, Falater n'a jamais cessé d'affirmer avoir agi contre son gré. Et il a proposé au juge de suivre un traitement médicamenteux pour modifier ses cycles de sommeil, d'être enfermé la nuit en lieu sûr, loin de ses enfants, de passer le reste de sa vie en liberté surveillée. Mais ces bonnes résolutions n'ont pas été suffisantes. Après 8 heures de délibération, le jury l'a condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Merci d'avoir suivi cette émission en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Analyse de fibres de papier et de documents. Pour compléter le tout, les empreintes de pneus du véhicule de Copenhaver correspondaient à celles retrouvées près du corps de la victime. Et des fragments de la peau de Sally ont également été identifiés sur les vêtements que portait l'assassin. Ainsi, rarement, un aussi grand nombre de preuves médico-légales ont-elles pu être rassemblées pour confondre un meurtrier.
Le procès a duré 5 semaines et a mis en émoi la petite ville de Corrie. D'autant que Koppenheffer avait déjà été inculpé de meurtre au premier degré quelques années auparavant, puis acquitté faute de preuves suffisantes. Sachez encore qu'avant d'être condamné à la peine de mort en mars 1989, Koppenheffer avait essayé d'engager un tueur à gages pour assassiner le responsable du FBI qui avait enquêté sur son crime, ainsi qu'un témoin à charge. La seconde histoire que je vous invite à suivre maintenant est d'une nature toute différente, puisqu'un témoin oculaire a assisté au meurtre perpétré par son voisin. Dans ce cas, bien sûr, la recherche de preuves matérielles était superflue pour obtenir une inculpation. Ce qui n'a pourtant pas évité une furieuse bataille d'experts. Une nuit du mois de janvier à Phoenix, en Arizona. Un homme entend du bruit dans le jardin de ses voisins. Il a entendu des gémissements de l'autre côté de la clôture. Il s'est d'abord dit que les fallateurs faisaient l'amour. C'est ce à quoi les bruits lui faisaient penser. Il découvre Jarmila Fallater étendue par terre tandis que son mari, Scott, se change dans la maison à l'étage. Scott descend et fait taire le chien avant de sortir rejoindre Jarmila. Là, il la jette dans la piscine et maintient sa tête sous l'eau. Le voisin court appeler la police. J'ai regardé par-dessus le mur et j'ai vu l'homme jeter sa femme dans la piscine et la maintenir sous l'eau. La police découvre le corps de Jarmila dans la piscine. Elle a été poignardée, puis noyée. Dans la maison, Scott semble abasourdi et désorienté. Il semblait surpris de voir des policiers chez lui. La première question dont il se souvient, c'est « Combien êtes-vous dans la maison ?» Il a répondu immédiatement 4, parce qu'il ignorait que sa femme et leurs 2 enfants. Les 2 enfants dorment dans leur chambre. La première et unique petite amie de Scott, et il était probablement aussi son seul petit copain. Interrogé par la police, Scott ne nie pas avoir tué sa femme, mais il insiste sur le fait qu'il n'a aucun souvenir de l'accident. Sa sœur offre alors une explication plausible. Elle déclare aux enquêteurs que Scott a déjà eu des crises de somnambulisme. Elle avait été attaquée par Scott alors qu'il était somnambule, des années plus tôt quand il vivait dans l'Illinois. Elle avait tenté de l'arrêter parce qu'il marchait dans la maison, somnambule, et lui, surpris par son interruption, l'avait violemment bousculée. Pour le docteur Rosalind Cartwright, spécialiste du sommeil, il ne fait aucun doute que ce genre de choses arrive aux somnambules, même si c'est rare. Des somnambules ont par exemple sauté par la fenêtre, transpercé une porte vitrée avec leurs bras, tailladé des meubles tout neufs avec un couteau de boucher, ou donné des coups de pied dans une porte de garage. C'est arrivé à mes patients. Certains s'en sont pris à des gens. C'est la personne la plus proche d'eux qui est la plus susceptible d'être attaquée. Mais une question demeure. Scott Fallater était-il somnambule quand il a assassiné sa femme? Pour le savoir, on le fait surveiller pendant 4 nuits dans un laboratoire du sommeil. Ils ont ainsi pu déterminer les types d'ondes cérébrales qui caractérisaient ces stades de sommeil. Les chercheurs connectent les électrodes d'un polysomnographe au crâne de Fallater pour analyser son activité cérébrale pendant son sommeil. Les résultats montrent des vagues d'activité delta hypersynchrones, un symptôme que l'on trouve parfois chez les personnes somnambules. On trouve cela chez certains somnambules. C'est signe d'une immaturité neurologique. Scott Fallater déclare aux enquêteurs qu'il tentait de réparer une pompe cassée dans sa piscine le soir de la mort de sa femme.
Il n'a pas eu le temps de finir avant que sa femme ne l'appelle pour le dîner. Une fois à table, il lui a parlé de ses ennuis professionnels et il a dit qu'il ne savait pas quoi faire. Scott est en effet préoccupé par le possible abandon d'un projet de puce électronique qu'il a en charge. Cet abandon mettrait toute son équipe au chômage. Après dîner, Scott affirme avoir travaillé sur son ordinateur avant d'aller se coucher. Yarmila regardait la télévision en bas sur le canapé. Le docteur Cartwright pense que Scott s'est couché en pensant à la pompe. Heureusement, les preuves médico-légales se sont ensuite accumulées à charge contre David Koppenheffer. Les signes typographiques particuliers imprimés sur la demande de rançon, la texture du papier accompagnant les messages et le document effacé mais retrouvé dans le disque dur de l'ordinateur ont permis au procureur d'ordonner son arrestation et de l'inculper d'enlèvement et de meurtre avec préméditation. La première chose que nous avons faite, c'est de demander à Koppenheffer d'écrire exactement. Et il a fait la même faute que sur le message trouvé dans son ordinateur. Une fois encore, cela confirmait le fait que lui seul avait tapé le message sur l'ordinateur et pas une personne extérieure. David Koppenheffer est jugé et finalement déclaré coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à perpétuité. David Koppenheffer est un manipulateur hors pair. C'est un jeu intellectuel, un challenge de voir jusqu'où il pousse le système et s'il peut s'en tirer. S'il était en liberté, il tuerait encore. Il a mis un contrat sur ma tête et sur celle de Harry Weiner pendant le procès, parce que nous étions les témoins clés contre lui. Je crois que rien ne peut l'arrêter. En dépit du nombre accablant de preuves contre lui, Koppenheffer continue de clamer son innocence. Quelle arrogance! En dépit des preuves accablantes qui prouvent leur culpabilité, beaucoup d'accusés réagissent comme ça. Ils refusent encore et toujours de prendre la responsabilité des crimes qu'ils ont commis. Et c'est vraiment ce qu'on peut leur reprocher. Cette affaire, d'après moi, est une étape décisive. Elle marque le début, la genèse de ce que les sciences informatiques peuvent faire de nos jours. C'est à ce moment-là qu'elles sont nées. Outre l'expertise informatique complexe réalisée pour la première fois avec succès, cette enquête exemplaire a fait appel à la plupart des disciplines des sciences criminalistiques. Entomologie, métallurgie, balistique, analyse de fibres de papier et de documents. Pour compléter le tout, les empreintes de pneus du véhicule de Koppenheffer correspondaient à celles retrouvées près du corps de la victime. Et des fragments de la peau de Sally ont également été identifiés sur les vêtements que portait l'assassin. Ainsi, rarement, un aussi grand nombre de preuves médico-légales ont-elles pu être rassemblées pour confondre un meurtrier. Le procès a duré 5 semaines et a mis en émoi la petite ville de Corrie. D'autant que Koppenheffer avait déjà été inculpé de meurtre au premier degré quelques années auparavant, puis acquitté faute de preuves suffisantes. Après plusieurs heures d'attente, les agents du FBI demandent à Harry de rentrer chez lui et d'attendre leurs instructions. J'étais désolé pour lui. C'était un homme bien. Il était frustré, il avait tant attendu et avait été si raisonnable. Le lendemain, à l'aube, le FBI examine minutieusement le lieu de rendez-vous. Près du passage souterrain sous la voie ferrée, il trouve un deuxième message attaché à une tige en métal avec un drapeau en papier crépon. La tige était exactement du même genre que celles qui sont utilisées dans les vieux meubles de rangement et qui traversent les tiroirs de classement de part en part. Le second message, bien dissimulé derrière un poteau, a échappé à l'attention de Harry la nuit précédente. Dans sa nouvelle lettre, le ravisseur demande au mari de son otage de se rendre à un autre endroit. Les agents du FBI s'y déplacent et découvrent un troisième message. Il ordonne cette fois à Harry de se présenter dans une église abandonnée. Puis, le jeu de piste cesse brusquement. S'il observait les déplacements d'Harry,
Il savait donc que des unités de surveillance de la police le suivaient. Cela fait 18 heures que Sally a été enlevée et les ravisseurs n'ont pas envoyé d'autres messages. Les enquêteurs craignent le pire. Sally Weiner, 36 ans, mariée au directeur adjoint d'une banque, a été enlevée contre une rançon. Les enquêteurs apprennent que Sally et son mari n'ont aucun ennemi. On peut compter sur les doigts de la main le nombre de cas où un membre de la famille d'un employé de banque est enlevé contre une rançon. Ce n'est vraiment pas commun. La police trouve la voiture de Sally près de l'église, non loin de la banque où travaille son mari. Sa voiture est abandonnée sur le parking, les vitres sont fermées, les portières verrouillées. Il n'y a aucune trace de lutte. Le samedi, le lendemain de l'enlèvement, les ravisseurs n'ont toujours pas donné signe de vie. Mais le dimanche, un fermier découvre le corps de Sally sur ses terres, à quelques kilomètres de la ville. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. Je m'en souviens, c'était un tel choc. Je me sentais à la fois coupable et impuissant. Elle avait été exécutée. Mais elle refusait d'en avoir d'autres, en plus de leurs 2 adolescents. Certaines personnes prétendent même que l'un d'eux avait une liaison. L'accusation engage son propre spécialiste du sommeil, le docteur Mark Pressman, pour qu'il analyse le comportement de Scott la nuit du meurtre et qu'il détecte la moindre preuve que Scott était somnambule. Pressman remet immédiatement en question l'interprétation donnée au premier test du sommeil. Pour moi, les tests n'étaient pas du tout convaincants. Ce genre d'activité est fréquent chez les patients atteints d'apnée du sommeil, par exemple. On en dénombre 40 millions rien qu'aux États-Unis. Ce n'est pas spécifique aux somnambules. La nuit du meurtre, Falater prétend s'être endormi avec ses lentilles de contact. Puis il se serait levé, habillé, et aurait pris une lampe avant de sortir. Or, d'après le docteur Pressman, les vrais somnambules sont incapables de distinguer le jour de la nuit. Ça sous-entend qu'il savait qu'il faisait froid et nuit dehors. Je n'ai jamais entendu parler de cas où un somnambule était capable de se rendre compte de ce genre de choses. Le voisin déclare qu'il a vu Scott dans la maison après l'agression, quand il enlevait ses vêtements couverts de sang. Scott a rangé ses habits et l'arme du crime dans une boîte en plastique qu'il a ensuite mise dans son coffre. Puis il a soigné une coupure qu'il s'était faite à la main. Ça prouve qu'il était conscient d'être blessé. Il savait ce qu'il devait faire pour se soigner et il l'a fait. Le voisin a également vu Scott essayer de calmer son chien. Scott prétendait ne pas avoir entendu les cris de sa femme, et pourtant il semblait être conscient de l'agitation de son chien. Un individu somnambule ne se serait pas rendu compte de la présence du chien. Le fait qu'il l'a calmé prouve qu'il était éveillé. Mais pour les experts de la défense, il y a une autre explication en ce qui concerne le chien. Je ne suis pas certaine que Scott ait calmé son chien en réponse à ses aboiements. D'après ce que je sais, il lui sautait dessus. Donc, je ne pense pas que le système auditif fonctionnait. Pour le docteur Cartwright, Scott ne s'est pas dirigé directement vers le corps de Yarmila, situé près de la piscine. Il a peut-être trébuché sur elle alors qu'il était somnambule. Elle en veut pour preuve la première déclaration du voisin. Je pense qu'il était somnambule. Sinon, il n'aurait jamais laissé tous ces indices. Ses vêtements dans le coffre de sa voiture, une piscine pleine de sang. Pour moi, tout ça n'a aucun sens.
Scott Falater vient à la barre et témoigne pour sa propre défense. J'ai dû devenir fou ou... Un truc a éclaté dans ma tête. Mais les jurés ne le croient pas. Nous, les membres du jury dûment constitués et sous serment, déclarons l'accusé coupable de meurtre avec préméditation. Scott Falater est condamné à la prison à perpétuité. Le nombre de coups de couteau, le fait qu'elle ait été traînée jusqu'à la piscine, puis noyée, je ne peux pas croire qu'elle, ou plutôt qu'il était somnambule. Il a caché ses vêtements, ouvert le coffre, s'est changé plusieurs fois et il a monté et descendu les escaliers. Bon sang, ça en fait du mouvement. Pour eux, ça allait à l'encontre du bon sens. Ça dépassait leur compréhension du comportement humain. Et même s'ils voulaient écouter attentivement les experts de la défense, ils ont déclaré que leur crédibilité s'était envolée quand ils ont entendu le témoignage du voisin. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un penserait que j'avais prémédité l'assassinat de ma femme. J'ignore comment ils en sont venus à cette conclusion. Je ne m'attendais pas à ce verdict. Quelle a été l'importance de la science? Je pense que malheureusement, elle n'était pas primordiale pour les jurés. Ils n'en ont pas tenu compte. C'est totalement faux. Ils ont parfaitement compris. Et ils ont choisi de croire qu'il n'était pas somnambule lorsqu'il l'a tué. La science du somnambulisme, comme toute science, peut être utilisée à mauvais escient. C'était le cas ici. Scott Falater voulait en abuser. Cette bien étrange histoire se termine donc sur des expertises contradictoires. Scott Falater est-il un authentique somnambule qui a tué sa femme inconsciemment et par conséquence sans que sa responsabilité pénale ne soit engagée? Ou est-il au contraire un habile manipulateur dont la stratégie a échoué? Alors, signalons au nombre des éléments à décharge les témoignages de sa mère et de sa sœur. Selon elle, Falater était déjà somnambule étant enfant et réagissait agressivement quand on le touchait. Sa sœur a encore ajouté que peu avant son mariage, il serait sorti nu dans la rue si elle ne s'était pas interposée. Rappelons aussi que des crises de somnambulisme aigu ont déjà produit et il était totalement inconscient. Son cerveau était profondément endormi. Le somnambulisme a été utilisé comme stratégie de défense dans une vingtaine de procès pour meurtre. Elle s'est effondrée et il a continué à la poignarder. Mais l'accusation présente aux jurés un dossier extrêmement solide. Il se base essentiellement sur des attitudes comportementales qui prouvent que Falater a prémédité le meurtre de sa femme et qu'il a tenté ensuite de le faire endosser par un rôdeur. Le procureur pense ainsi que Falater a attiré sa femme dans le jardin alors qu'elle regardait la télévision et que les enfants étaient allés se coucher dans leur chambre. Après l'avoir poignardée, il est monté à l'étage, retiré sa chemise ensanglantée et se confectionnait un pansement pour soigner sa blessure. Il est ensuite allé cacher calmement l'arme du crime et ses vêtements tachés de sang dans le coffre de sa voiture. Après avoir calmé son chien, il s'est aperçu que Jarmila n'avait pas succombé à ses coups de couteau. Et sans perdre son sang-froid, il l'a traîné dans la piscine où il l'a noyé. Le procureur pense encore que son meurtre accompli, Scott Falater avait prévu d'aller se coucher, laissant à ses enfants le soin de découvrir le corps de leur mère le lendemain matin. Il pouvait faire semblant de se réveiller et de remarquer que sa femme n'était pas là. Il serait allé réveiller les enfants, feignant la surprise, et tous les trois l'auraient découverte flottant dans la piscine, tuée par un inconnu. C'était ça son plan. Mais son plan est tombé à l'eau, puisque son voisin a été témoin de la scène. C'était la seule chose que Falater n'avait pas prévue. Pour l'accusation, Scott connaissait l'affaire de Toronto. Un homme avait été acquitté du meurtre de sa belle-mère grâce à une défense basée sur le somnambulisme. Le docteur Pressman témoigne pour l'accusation et énumère 65 comportements présentés par Scott le soir du crime, tous incompatibles avec le somnambulisme.
Pour lui, le simple fait d'avoir touché l'eau froide aurait dû le réveiller. Toutes les preuves montrent qu'il était éveillé. Ses agissements étaient bien trop complexes pour être ceux d'une personne endormie. Témoin de la défense, le docteur Roger Broughton déclare que les agissements de Scott cette nuit-là ne sont pas logiques pour une personne éveillée. Je pense qu'il était somnambule. Sinon, il n'aurait jamais laissé tous ces indices. Ses vêtements dans le coffre de sa voiture, une piscine pleine de sang. Pour moi, tout ça n'a aucun sens. Scott Falater, conscient de ce que j'avais fait. Quand on dort normalement, on passe d'un stade de sommeil à l'autre de façon homogène, sans se réveiller. Mais pour des raisons encore inexpliquées, les somnambules n'arrivent pas à passer normalement du sommeil lent profond au stade de sommeil paradoxal. Ils entrent dans un état dissocié. Ce n'est ni un éveil normal ni un sommeil total. C'est un peu des deux. Une partie du cerveau fonctionne comme s'ils étaient éveillés et l'autre non. Si Scott Falater était somnambule lorsqu'il a commis le crime, alors il n'est pas responsable pénalement. C'est ce qui s'est passé à Toronto, au Canada, où Ken Parks, 23 ans, a été acquitté du meurtre de sa belle-mère et de l'agression de son beau-père. Et ce, alors qu'il a conduit pendant 25 km jusqu'à chez ses beaux-parents, descendu un escalier, ouvert la porte et poignardé 2 personnes. Il est vrai que les somnambules sont susceptibles de devenir violents. On a répertorié plus d'une centaine d'agressions commises par des personnes somnambules. Mais le procureur n'est pas convaincu de l'innocence de Scott Falater. Il demande donc aux enquêteurs de chercher un mobile au meurtre, en fouillant dans le passé du couple. Il découvre bientôt que Falater est un membre actif de l'église mormone, à laquelle il consacrait trop de temps au goût de son épouse. Le couple s'était rencontré au lycée. Yarmila avait failli rompre leurs fiançailles lorsqu'elle avait appris la conversion de Scott peu de temps avant leur mariage. Avec le temps, elle avait fini par se convertir, mais elle n'aimait pas les amis mormons de son mari et quittait la pièce quand il venait chez elle. Cette activité a-t-elle exaspéré Yarmila au point de remettre en question le mariage? Yarmila envisageait le divorce. Elle ne supportait plus les exigences de l'Église, alors que Scott lui était totalement dévoué. Les enquêteurs découvrent également que Scott voulait d'autres enfants contrairement à Yarmila. Les Mormons ont généralement beaucoup d'enfants, mais elle refusait d'en avoir d'autres, en plus de leurs 2 adolescents. Certaines personnes prétendent même que l'un d'eux avait une liaison. L'accusation engage son propre spécialiste du sommeil, le docteur Mark Pressman, pour qu'il analyse le comportement de Scott la nuit du meurtre et qu'il détecte la moindre preuve que Scott était somnambule. Pressman remet immédiatement en question l'interprétation donnée au premier test du sommeil. Elle reconnaît Koppenheffer. Il la fait monter dans sa camionnette, où il la maîtrise. Elle est à sa merci. Il l'oblige ensuite à enregistrer un message à l'attention de son mari, où elle annonce qu'elle a été enlevée. D'après les preuves médico-légales, Koppenheffer a tué Sally quelques heures seulement après l'avoir enlevée. Il se débarrasse ensuite du corps dans une ferme hors de la ville. Et il rentre à son magasin, appelle Harry à la banque et fait passer le message enregistré de Sally. Koppenheffer est persuadé que Harry va suivre ses instructions à la lettre. Le message retrouvé dans l'ordinateur révèle qu'il avait prévu de tuer Harry dans l'église abandonnée quand il aurait apporté la rançon. Il en voulait terriblement à Harry de lui avoir refusé son prêt.
Il désirait autant se venger de lui que récupérer l'argent. Koppenheffer avait fortement conseillé à Harry de ne pas appeler la police, mais il apprend par un journaliste qui a entendu parler de l'enlèvement sur la fréquence radio de la police qu'Harry est passé outre. Je me suis immédiatement rendu au centre commercial et je me suis garé. Il n'y avait pas grand monde. Il entre dans la librairie de David Koppenheffer et lui demande ce qui se passe. Il m'a regardé et il m'a dit qu'il ne s'était rien passé, que la nuit avait été très calme et que rien ne s'était passé. Au moment même où je lui parlais, je ne savais pas qu'il l'avait tué. Je n'ai pas fait le rapprochement avec l'assassin sans pitié qui était en face de moi. Après avoir appris que Harry Weiner avait informé la police du rapt de sa femme, David Koppenheffer ne s'était pas rendu sur le lieu du dépôt de la rançon, préférant rester prudemment dans son magasin. Puis Harry n'avait pas vu le second message qu'avait laissé le ravisseur près du pont de chemin de fer. Heureusement, les preuves médico-légales se sont ensuite accumulées à charge contre David Koppenheffer. Les signes typographiques particuliers imprimés sur la demande de rançon, la texture du papier accompagnant les messages et le document effacé mais retrouvé dans le disque dur de l'ordinateur ont permis au procureur d'ordonner son arrestation et de l'inculper d'enlèvement et de meurtre avec préméditation. La première chose que nous avons faite, c'est de demander à Koppenheffer qu'elle ait été traînée jusqu'à la piscine, puis noyée. Je ne peux pas croire qu'elle, ou plutôt qu'il était somnambule. Il a caché ses vêtements, ouvert le coffre, s'est changé plusieurs fois et il a monté et descendu les escaliers. Bon sang, ça en fait du mouvement. Pour eux, ça allait à l'encontre du bon sens. Ça dépassait leur compréhension du comportement humain. Et même s'ils voulaient écouter attentivement les experts de la défense, ils ont déclaré que leur crédibilité s'était envolée quand ils ont entendu le témoignage du voisin. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un penserait que j'avais prémédité l'assassinat de ma femme. J'ignore comment ils en sont venus à cette conclusion. Je ne m'attendais pas à ce verdict. Quelle a été l'importance de la science? Je pense que malheureusement, elle n'était pas primordiale pour les jurés. Ils n'en ont pas tenu compte. C'est totalement faux. Ils ont parfaitement compris. Et ils ont choisi de croire qu'il n'était pas somnambule lorsqu'il l'a tué. La science du somnambulisme, comme toute science, peut être utilisée à mauvais escient. C'était le cas ici. Scott Falater voulait en abuser. Cette bien étrange histoire se termine donc sur des expertises contradictoires. Scott Falater est-il un authentique somnambule qui a tué sa femme inconsciemment et par conséquence sans que sa responsabilité pénale ne soit engagée? Ou est-il au contraire un habile manipulateur dont la stratégie a échoué? Alors, signalons au nombre des éléments à décharge les témoignages de sa mère et de sa sœur. Selon elle, Falater était déjà somnambule étant enfant et réagissait agressivement quand on le touchait. Sa sœur a encore ajouté que peu avant son mariage, il serait sorti nu dans la rue si elle ne s'était pas interposée. Rappelons aussi que des crises de somnambulisme aigu ont déjà été utilisées dans plusieurs pays pour disculper une trentaine d'assassins, jugés, bien sûr, irresponsables. Le cas sans doute le plus étrange concerne un détective français ayant tué un vacancier. Appelé à aider la police à résoudre le meurtre, il a rassemblé des indices prouvant qu'il l'avait lui-même commis en état somnambulique. Durant son procès, Falater n'a jamais cessé d'affirmer avoir agi contre son gré. Et il a proposé au juge de suivre un traitement médicamenteux pour modifier ses cycles de sommeil, d'être enfermé la nuit en lieu sûr, loin de ses enfants, de passer le reste de sa vie en liberté surveillée. Mais ces bonnes résolutions n'ont pas été suffisantes. Après 8 heures de délibération, le jury l'a condamné